Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Masterclass organisée en partenariat entre Finance Innovation et l'IAE Paris-Sorbonne. Donc, je suis Nicolas Ferreira, directeur général adjoint de Finance Innovation. Très heureux de vous accueillir ce matin et d'avoir un super panel de speakers pour vous partager leur expérience sur l'entrepreneuriat. Donc, avant de commencer, un mot rapide sur Finance Innovation. Finance Innovation est le pôle de compétitivité dédié à l'innovation dans le secteur financier. Donc, nous faisons partie de la politique publique des pôles de compétitivité. Il existe aujourd'hui une cinquantaine de pôles de compétitivité partout sur le territoire français qui vont adresser tous les secteurs de l'économie. Donc, il y en a sur l'aéronautique, l'automobile, l'agriculture, etc. Et Finance Innovation est le pôle dédié à l'innovation dans le secteur financier. On adresse le secteur financier au sens large, avec donc le secteur de la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, le secteur de l'immobilier également, la finance durable et solidaire, toute la partie blockchain, Web3, crypto, et enfin ce qu'on appelle la gestion et finance d'entreprise, donc la digitalisation des directions financières des entreprises. Donc, chez Finance Innovation, nous avons une association, loi 1901, nous avons 600 membres. Et parmi ces 600 membres, 450 environ, ce sont des startups ou des TPE ou des scale-up qui étaient des startups au départ. Donc, c'est, on va dire, le cœur de l'écosystème Finance Innovation aux côtés des grands groupes et institutionnels qui sont dans l'écosystème. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qu'on voit tous les jours, qu'on essaye de soutenir un maximum parce que c'est dur. Je pense qu'ils vous le partageront. En même temps, on voit que c'est aussi une aventure extrêmement enrichissante, personnellement et je pense collectivement. Donc, on a vraiment la chance d'avoir des beaux témoignages ce matin pour, j'espère, vous donner envie de vous lancer parce que finalement, c'est grâce à ces startups, grâce à ces entrepreneurs de manière générale, qu'on a énormément de transformations aussi dans l'écosystème. Et donc, moi, je suis chez Finance Innovation depuis 2011, ça fait un petit moment. Quand je suis arrivé, on ne parlait même pas de fintech. Aujourd'hui, la fintech est un terme établi et consacré. Les fintech, elles sont venues impacter le secteur financier d'une force extrêmement importante et elles ont contribué à toute l'évolution du secteur. Donc, elles jouent un rôle extrêmement important. C'est pour ça qu'on fait notre maximum pour aider, pour accompagner les entrepreneurs dans cette aventure qui est à la fois extrêmement enrichissante et extrêmement difficile parfois. Donc vraiment très heureux. Merci à vous tous d'avoir accepté de faire ce témoignage, cet échange. Et encore merci à Emmanuel et l'IAE Paris-Sorbonne. C'est une série de masterclass que l'on fait depuis un moment et qui est aussi extrêmement riche et intéressante. Donc, merci à vous et je vais vous passer la parole maintenant pour commencer cette belle conférence et bons échanges. Ok, merci Nicolas, merci Marilou pour l'organisation de ces masterclass. Alors aujourd'hui, cette masterclass, on va traiter donc d'un sujet hyper important, notamment quand on veut entreprendre, c'est oser entreprendre. Autrement dit, c'est quand est-ce qu'on passe à l'acte et après, quand on est passé à l'acte, comment on passe à l'action réellement. Donc peut-être pour commencer, le mieux, c'est peut-être de vous présenter, notamment votre parcours, votre entreprise, et ce qui nous permettra, nous, en tout cas l'auditoire, de connaître un petit peu votre univers et mieux comprendre finalement pourquoi vous avez créé votre entreprise. Qui se lance alors? Céleste? Ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Non. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céleste Chrétien, je suis la cofondatrice et directrice technique d'Iliadata et on est une boîte qui fait de la cryptographie. Donc, on est un peu sur ce qu'on fait avec un peu plus de mots, mais donc mon parcours, je suis plutôt académique de formation. J'ai études d'ingénieur, thèse en cryptographie, donc plutôt expérience en laboratoire de recherche. Donc, plus à publier des papiers et à régler des problèmes de bourse que le monde de l'entrepreneuriat. Et juste après ma thèse, j'ai rejoint le ministère des Armées, où j'ai travaillé encore dans un laboratoire de recherche et développement. Donc, cette fois, recherche un peu moins grand public, où j'ai travaillé pendant 6 ans.
j'ai rencontré au ministère des Armées ma future associée. Donc avant même de quitter le ministère, donc on a travaillé 6 ans ensemble au ministère. On l'a quitté il y a 3 ans et demi, donc pour monter la boîte. Et la boîte, on l'a immatriculée presque jour pour jour il y a 3 ans. Donc l'idée d'Idealata, c'était donc on est des experts en cryptographie, l'utilité de la cryptographie pour résoudre des problèmes du monde un peu plus quotidien que l'univers des armées et de la recherche. Une problématique qu'on résout et qui explique notamment notre adhésion à Finance Innovation, c'est comment faire quand on a des entités qui ont la donnée qui est extrêmement sensible et qui veulent travailler ensemble sur cette donnée. Mais cette donnée est trop sensible, donc ils n'ont pas envie de la partager avec leurs homologues, voire concurrents. Mais il y a quand même un intérêt commun à partager cette donnée. Un exemple, lutte contre la fraude à l'assurance. J'ai une voiture, j'assure, j'ai 15 contrats auprès de 15 assureurs, j'ai un sinistre. J'ai demandé à rembourser au premier assureur, puis au deuxième, puis au troisième, etc. Et je vais m'appuyer sur les difficultés que peuvent avoir ces assureurs à échanger l'information. Céleste Chrétien s'est déjà fait rembourser son bris de glace, le fait de refaire sa carrosserie, etc. Pourquoi? Parce que c'est de l'information qui est extrêmement sensible, qui est protégée notamment par le RGPD et qui est de la donnée client. Donc les assureurs ont des difficultés à pouvoir s'échanger cette donnée de façon automatique. Et donc, nous, on fournit de la cryptographie qui garantit qu'on est capable de pouvoir interroger les bases de données de nos concurrents sans révéler la donnée qu'on met dans la requête, ni révéler le contenu des bases de données qu'on interroge. D'ailleurs, ça, c'est de la cryptographie. On est de la cryptographie pas exactement sur étagère. Et donc, ça va faire un peu le lien avec la motivation pour créer Idealata. C'est qu'on utilise des technologies qui viennent vraiment du monde de la recherche, qu'on peut encore percoler dans le quotidien. Et donc, on a vraiment été porté par la technologie, le produit, c'est un thème qui reviendra sur une des motivations pour créer sa boîte. C'est on est convaincu que notre technologie est, sinon révolutionnaire, au moins va changer la vie d'un certain nombre de personnes. Ouais. Bonjour, vous m'entendez bien? Donc, moi, je suis Maya Oubari. Je suis juriste de formation et j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans l'industrie cosmétique, dans les affaires réglementaires plus particulièrement. Donc, les affaires réglementaires, c'est permettre aux produits sa mise sur le marché de manière conforme et sécure pour que, in fine, le consommateur final puisse utiliser son produit de manière efficace et sûre. Et donc, je suis en phase de lancement de mon agence de conseil dans la stratégie réglementaire et l'envie et l'idée me sont venues de vouloir faire mon métier un petit peu différemment et être un petit peu en dehors du cadre, contrairement à ce que mon métier de base m'oblige à faire, c'est-à-dire avoir une vision assez business du métier pour permettre aux entreprises d'être compétitives et de prendre des risques mesurés sur le marché. Voilà. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Jean-Xavier Reynaud. Alors, mon parcours entrepreneurial est un petit peu long, donc je vais essayer de me concentrer. La première entreprise que j'ai créée, c'était une salle de jeux en réseau. Et là, la motivation, elle était assez simple. Je voulais jouer aux jeux en réseau. Et comme à l'époque, ça coûtait très cher. Pour jouer en réseau, il fallait aller dans les salles, c'était plusieurs euros de l'heure. Voilà, je me suis dit que le moyen le plus simple pour pouvoir jouer aux jeux en réseau, c'était de monter une salle. Voilà. Et ensuite, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'obligations derrière. Que déjà, il fallait trouver des fonds pour le faire, qu'ensuite, il allait falloir s'occuper des clients, tout ça. Ça a été un apprentissage sur le tas, à 20 ans. Extrêmement efficace. Donc moi, sur le passage à l'acte, j'aurais tendance à dire que c'était en fait une envie de liberté. J'avais envie de faire ça plutôt que d'être prof de maths, qui aurait été mes études naturelles. Et une envie de tester, de voir ce qui se passait. Un des points très importants quand on se pose des questions par rapport à l'entrepreneuriat, je pense, c'est on se retrouve seul quand on monte une entreprise, mais c'est un inconvénient et à la fois une force énorme parce qu'on est aussi extrêmement libre. Moi, ça a été ma motivation première, plus que l'argent, plus que n'importe quoi d'autre.
toutes les entreprises que j'ai montées ensuite, parce que ça, c'était la première. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des soucis pour récupérer de la RAM à l'époque pour les ordinateurs. Donc, j'ai été en acheter en Chine et à Taïwan, et voilà. Ensuite, c'était le début des pôles de compétitivité. Il y avait des trucs à faire sur les projets européens. Donc, j'ai monté avec un ami une société de conseil où on travaillait sur monter des projets européens pour des consortiums. Voilà, je connais assez bien le sujet du coup. Ensuite, il y a eu une période où je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup plus d'argent en jouant au poker. Donc, je suis devenu joueur de poker professionnel pendant 7-8 ans. C'était super. Ensuite, la législation française a changé sur le poker et ils ont grosso modo fait qu'être joueur de poker professionnel, ça devenait beaucoup plus difficile. Donc j'ai arrêté, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. J'ai repris des cours, Coursera à l'époque. Ça venait juste d'ouvrir sur le machine learning et je me suis passionné de machine learning parce que ça me paraissait absolument magique. On était en 2012, alors spoiler alerte, en 2012, en fait, le machine learning, ça n'intéressait personne et ça ne marchait pas très bien. Ça marchait en laboratoire, mais quand on essayait de faire des cas concrets, ça ne marchait pas très bien. J'ai monté donc une société à ce moment-là, un peu toujours pareil, désir de liberté, problème de CV aussi, parce que quand on a 7 ans de joueur de poker, aller voir des grosses boîtes et leur dire voilà, c'est ça mon CV, c'est un peu difficile. Donc je me suis présenté, je me suis dit que ça allait être plus facile de vendre des missions que de vendre du CV. Et je me suis mis à me vendre moi-même, puis très rapidement à vendre d'autres personnes, parce que je n'avais pas envie de me vendre moi-même. Voilà. Et actuellement, avec l'arrivée du GenAI, 12 ans, 15 ans après avoir commencé à m'intéresser vraiment au machine learning, maintenant qu'on peut faire des choses vraiment exceptionnelles, j'ai décidé il y a 2 ans de remonter une boîte sur ce sujet. Voilà. Merci Jean-Xavier. On va revenir sur les éléments que tu as mentionnés, notamment sur la motivation, qui sont très intéressantes. Moi, c'est Najib Kadim. Je suis médecin anesthésiste de formation. Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais ce métier, exclusivement au sein des hôpitaux. J'ai fait quelques petits remplacements dans le privé, mais pas beaucoup. J'ai été chef de service d'anesthésie et qui dit chef de service dit problème de gestion de personnel médical, les médecins. On sait très très bien qu'on en manque en France énormément. Et du coup, c'était un casse-tête de trouver des médecins pour compléter le planning du mois. Et ça s'appelle un médecin remplaçant. Et on en a besoin, sinon on doit soit fermer des salles opératoires, soit fermer des lits. Et du coup, dans cette opération de recherche de médecins remplaçants, ça prenait beaucoup de temps, c'était fastidieux, et le résultat n'était pas bon à chaque fois. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai eu l'idée de créer Medzer. Medzer, c'est une société, c'est une agence d'intérim médical pour le moment, qui est en train de se transformer, que j'ai créé en 2023, juin 2023, pour répondre à ce problème. J'ai créé une plateforme pour les hôpitaux et une appli mobile pour les médecins. Comme ça, on court-circuite tout le parcours de recrutement de ces médecins intérimaires. C'est-à-dire que le lien, il va être direct entre les hôpitaux, les médecins. Ça prend l'opération de recrutement, ça peut prendre une demi-heure au lieu de quelques jours, voire quelques semaines. Et ça permet de tout concentrer dans cette application. Tout ce qui est signature, ça devient électronique. Tout ce qui est gestion de parcours, tout ce qui est gestion de planning, on a tout essayé d'informatiser là-dedans. Voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille. On est toujours en cours d'amélioration de l'appli et de la plateforme. Parfois, ça marche bien, parfois, ça ne marche pas bien. Je veux dire, voilà, pour tout ce qui est relation surtout avec les hôpitaux, qui est très, très difficile. Ici en France, on a des hôpitaux qui marchent vraiment à l'ancienne et le fait de digitaliser une partie des ressources humaines, ça reste un thème qui est très, très difficile à traiter.
Voilà, pour les raisons pourquoi j'ai sauté, je pense qu'on va y venir plus tard. Ok, merci Najib. En vous écoutant, on peut commencer en effet sur cette fameuse motivation de passer à l'acte. Comme on s'était dit un petit peu à la réunion préparatoire, vous savez qu'il y a globalement de grandes familles dans la motivation pour passer à l'acte, c'est-à-dire l'opportunité, la liberté, et de l'autre, ça peut être aussi des facteurs de rupture dans sa vie, en reconversion, je veux changer de vie, un problème d'âge, des licenciements. Et de votre côté, que étaient les motivations qui ont plutôt dominé? C'est peut-être un mixte aussi des deux? Je pense que moi, j'étais comme pas mal dans la partie opportunité, au sens où, comme je disais, profil plutôt chercheuse, avec une technologie qu'on disait on veut absolument être les premières à mettre cette techno sur le marché. Il y a vraiment le fait d'avoir identifié ce qu'on pensait, et à tort ou à raison, c'est le travail des premières années de l'entrepreneuriat, mais on pensait qu'il y avait une niche économique et technique pour ce qu'on peut faire, mais on est encore convaincu. Et donc, il y avait ce premier aiguillon, et le second aiguillon, que je n'ai pas mentionné pendant les réunions, mais c'est aussi, en fait, c'est le fait d'avoir déjà trouvé mon associé. En fait, comme mon associé était ma collègue, on a pu, pendant les mois qui ont précédé le moment où on se fait, voire même presque entre 9 et 10 mois avant de se lancer, on a eu le temps d'en discuter, de voir ce qu'on imaginait. Et donc, le moment de création, le moment où on pose sa démission pour partir, c'était beaucoup aidé par le fait qu'on avait cette conviction très forte et pas 100% rationnelle que ce qu'on allait faire, ça allait fonctionner parce que le produit était génial. Et la conviction d'avoir, dans mon cas, une associée avec laquelle tu es convaincu que ça allait bien se passer. Donc ça, pour l'instant, c'est bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc vraiment, j'avais une carrière en soi qui était confortable, alors, on va dire équivalent fonctionnaire dans un secteur très cadré, donc j'aurais pu continuer ma carrière comme ça, mais c'est vraiment de se dire que j'ai envie un petit peu de liberté, et surtout de me voir mettre en œuvre les idées que mon associé et moi avons eues. Merci. En fait, donc, tu as créé l'équipe avant de créer l'entreprise. Ok. Donc, ce qui est assez rare, en fait, c'est pas évident de s'associer. Je peux rebondir sur ça et rebondir en fait sur ce qui a été dit avant. Donc moi, j'ai eu une opportunité aussi au démarrage qui était effectivement de m'associer pour faire du conseil dans mon domaine avec une personne qui avait déjà monté une agence de conseil en Angleterre. Et donc, au moment où j'étais prête à sauter le pas, voilà, on s'est organisé pour que moi, je développe la filiale française. Et tout allait bien et rien ne laissait présager que ça n'allait pas, l'association n'allait pas fonctionner, parce que c'est une personne que je connais très bien, qui a le même profil que moi, mais qui a exercé différemment. Et finalement, et donc là vraiment, ça renvoie au sujet de l'association pure et dure, le fait de pas communiquer franchement, de pas être suffisamment transparent, de pas aller dans ces discussions qui fâchent si jamais il y a un conflit, une discussion qui ne plaît pas, une manière de travailler qui ne va pas. On s'est rendu compte pas rapidement, au bout de plusieurs mois, au moment de lancer, que finalement ça n'allait pas fonctionner, en tout cas pas de cette manière-là. Et donc après, ça a été assez compliqué pour moi de me dire, OK, maintenant que j'ai fait tout ce chemin, je me lance seule. Donc, il m'a fallu quand même un long moment et aussi me demander si réellement j'avais envie de me lancer seule. Parce que moi, ce qui me tentait, c'était une aventure en équipe avec quelqu'un avec qui je pouvais partager justement ce métier pour le faire différemment. Voilà. Et après, donc ça, c'était une motivation de départ. Et une motivation de départ et qui a continué, c'est pareil, le fait d'être libre, en fait, de travailler vraiment de manière très indépendante et autonome, parce que je viens d'un métier qui est quand même assez institutionnel à la base et qui laisse peu de place, en fait, à la créativité et au développement. Donc aujourd'hui, c'est aussi une manière pour moi d'exprimer cette créativité, le fait de pouvoir développer une entreprise, des missions et travailler de manière totalement différente. Voilà. Merci.
Mais ça ressemble un peu quand même un petit peu au parcours de Céleste, c'est-à-dire que vous avez aussi une ambition d'apporter une expertise autrement auprès de nouvelles personnes, de décliner autrement vos savoir-faire à travers des services, à travers des produits, quoi. C'est pas simplement aussi se dire tu as l'opportunité de faire ceci, c'est également aussi de délivrer autre chose. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que par mon expérience, je me suis rendu compte que finalement, il y a quand même la manière de faire ce métier de manière différente apporte une certaine innovation. Le fait de dire à une entreprise, bah, moi, je peux vous aider à prendre des risques pour innover, pour être compétitif, ça change un peu la donne. Et ce qui légitime ça, c'est mon expérience de plusieurs années dans le domaine. Merci. Du coup, c'est quoi la question? Les motivations. En fait, quand on chope le virus assez tôt, il y a un moment où c'est complètement... Enfin, pour moi, c'est assez inenvisageable de devenir salarié, parce que je crois que j'ai été salarié 3 mois au total dans ma vie. Donc, il y a un aspect où ça serait impossible. La liberté, avec l'âge, elle a pris un goût un peu différent, puisqu'à 25 ans, c'était pouvoir jouer aux jeux vidéo. Vous doutez bien que maintenant, c'est plus trop le cas. Mais je la ressens encore typiquement sur certaines décisions de politique commerciale ou certaines décisions de stratégie. Là, sur la dernière boîte que j'ai créée, j'avais décidé que je voulais bosser à l'international. Trouver des clients, c'était un petit peu difficile, mais on réalise 70% de notre chiffre d'affaires hors Europe. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est moi, je suis dans un domaine qui est ultra à la mode actuellement, qui est utiliser des systèmes d'agents pour automatiser un certain nombre de tâches. Mais c'est un domaine qui est très particulier parce que c'est un domaine qui est à la mode et en même temps, c'est un domaine dans lequel les promesses sont complètement folles. Si je devais travailler pour, je ne vais pas les citer, mais les Microsoft, Google et Amazon ou pour certains gros cabinets de consulting en France, je serais obligé de dire que tout marche, que tout est génial, que tout fonctionne, voilà. Que si on prend tel projet, on va réussir à avoir un gain en productivité de 117% exactement dans 3 ans. Que le ROI sera, enfin que je suis prêt à signer avec mon sang, etc. Moi, en ce moment, quand je me pointe et que je vais voir un client, je lui dis, alors écoutez, c'est très simple. Hein. Si vous cherchez du ROI, ne venez pas. On est dans une situation où 80% des projets d'époque ne dépassent pas le stade de la démo. C'est pas ça. On n'est pas dans cette phase encore. On est dans une phase où c'est très neuf. Il faut apprendre comment ça fonctionne. Il faut se poser la question de comment est-ce qu'on réorganise le travail, etc. C'est un discours qui marche très bien. Mais ce discours-là, je suis à peu près persuadé que si je n'étais pas mon propre boss, personne ne me laisserait l'avoir. Donc c'est important, cette notion-là. Mais moi, j'ai une petite question qui me trotte, c'est comment on fait pour être geek, joueur de poker, et travailler dans l'IA? C'est-à-dire ces passages, là aussi, il y a des déclics à chaque fois. Il y a des opportunités sûrement de marché, de situation. Alors, il y a des opportunités, il y a aussi, c'est beaucoup aussi une question de se dire, moi j'ai envie de faire ça. Tout est un peu lié, hein, c'est tout des maths à la base. Beaucoup de théorie des jeux, enfin voilà. Donc il y a quand même un fil conducteur, mais c'est plus dans le sens inverse. J'ai envie de faire ça, je vais trouver une opportunité qui va me permettre de faire ça plutôt que l'opportunité se présente et je le fais. D'accord. Ok. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est il y a des étudiants qui nous écoutent ici qui sont justement dans la situation est-ce que je passe ou pas à l'acte, et ils se posent aussi ce type de questions, est-ce que j'ai envie de faire, et puis est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que j'ai la volonté de le faire, se lancer quoi. Il y a un côté symbolique là-dessus, si je peux, qui est quand on monte une société, il y a un certain nombre d'actes juridiques, il faut aller
enfin, faut déposer ses statuts, ouvrir son compte à la banque, etc., etc. Moi, si j'ai un conseil, faites-le le plus tôt possible. En fait, ça paraît complètement, ça paraît être une montagne. Et quand on l'a déjà fait un certain nombre de fois, on se rend compte que c'est strictement rien. C'est une démarche administrative à peu près équivalente au fait de demander un nouveau passeport. Ça va vous coûter, allez, 3 000 € si vous faites aider par un avocat qui va vous faire les statuts. Et au pire, si ça ne marche pas, les dissolutions, ça existe et ça se fait très simplement. Donc, s'il y a un problème de passage à l'acte, faites au moins ça. Il ne faut pas que ce soit un problème administratif, quoi. Voilà. Ça m'a coûté 650 €. Avec un comptable qui m'a fait les statuts. Le lancement, ça reste toujours une réflexion et on peut le prendre soit d'une manière un peu stratégique, on va tout doucement, on va essayer de tout régler, on va essayer de tout cadrer avant de se lancer, ou sur un feeling, sans se soucier de tout ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je voyais un peu le besoin il était identifié, la solution imaginée. Et après, une fois que j'ai commencé mon MBA, c'était une idée, je l'ai soumise on va dire, à épreuve avec 4 de mes collègues étudiants de l'MBA pour essayer de travailler dessus pendant le hackathon, la semaine du hackathon. On a pu travailler un petit peu, ça m'a confirmé un petit peu mon intuition, on a fait un peu de benchmarking et tout ça. Bon, je ne savais pas faire, moi. Heureusement, on était là pour le faire ensemble. Ça m'est apparu un petit peu évident que c'est quelque chose qui peut marcher si on prend bien les choses et on traite bien les choses. Arrivé juste 2 mois, je pense, après, au mois de mars 2023, il y a eu une loi qui est entrée en vigueur qui concerne l'intérim médical, c'est la loi RIST. C'est une loi qui, on va dire, divise un petit peu le salaire journalier du médecin remplaçant pour essayer, on va dire, de limiter les charges des hôpitaux. Toutes les agences, ils ont trouvé que voilà, c'était un peu, ça cassait un petit peu l'activité. Les médecins, la même chose. Moi, j'y voyais une opportunité parce que j'ai pu, dans la foulée, comme j'ai dit, déposer le statut en 1 mois. Et après, j'ai commencé une activité. J'ai été vraiment étonné du besoin parce que j'identifiais, moi, le besoin un petit peu sur ce qu'on lisait, sur les statistiques. Mais après, quand j'ai eu des hôpitaux qui m'appelaient, moi, je vais vous dire une chose, c'est que ma première mission, le premier médecin que j'ai placé, les statuts n'étaient pas encore validés. Voilà. C'est juste pour voir un petit peu ce problème de personnel médical dans les hôpitaux. On est tellement dans le besoin que les hôpitaux, ils m'ont appelé. C'est un collègue avec qui j'ai fait un remplacement. Je lui ai dit que voilà, je suis en train d'ouvrir ça. Il l'a dit à un autre hôpital où il est parti remplacer la semaine d'après. Ils m'ont appelé, ils m'ont filé mon premier contrat avant même que la société ne soit créée. Du coup, j'ai dû attendre un petit peu. J'ai pris le contrat, bien sûr, je ne vais pas le rater. Et j'ai dû attendre un petit peu que les statuts soient sortis pour faire les contrats pour le médecin et pour l'hôpital. C'est juste pour vous dire que parfois, quand l'opportunité se présente, il ne faut pas la rater, il faut sauter dessus et il ne faut pas la lâcher. Ça, c'est par rapport à Medzer. Moi, si je parle de ma vie personnelle, parce que ce n'est pas ma première expérience entrepreneuriale, moi, j'ai fait une société au Maroc avant de venir en France. C'était une société d'ambulance bien équipée pour faire les transferts en national et après, je l'ai développé pour faire de l'international. On va dire, c'était le moteur pour créer cette société. C'était pas l'envie de changer, c'était pas la liberté, mais c'était plutôt un besoin financier.
par rapport à mes besoins quand j'étais encore au Maroc. Les salaires, ils sont un peu bas, j'avais d'autres charges et je devais trouver des solutions. La solution, c'était ça a bien marché, ça a duré 10 ans avant que je la vende au moment où je suis venu en France. Je reviens à Metzer pour dire qu'une fois qu'on a fait le premier pas, plus rien, on n'a plus peur, même si le premier pas est un échec, on n'a plus peur pour en faire d'autres. Parce qu'on sait très très bien que les pertes qu'on imaginait ne sont pas énormes. Je ne vais pas parler de l'échec maintenant, on va le laisser à plus tard, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Mais par contre, ce que je veux dire par rapport à Metzer, le moteur, c'était plutôt l'indépendance. Comme j'ai dit, travailler dans des hôpitaux, ça devient très, très difficile. On commence à comprendre qu'il y a tellement un déficit financier dans les hôpitaux qu'ils veulent que de l'activité. On renie un petit peu sur, je ne dis pas partout, mais j'en connais quelques-uns quand même. On renie sur la qualité, on renie sur on va dire la vie dans l'hôpital des médecins et du personnel paramédical pour faire du chiffre. Maintenant, et d'ailleurs, l'État fait sciemment ça en mettant des gestionnaires qui ne sont pas dans le corps médical, je suis désolé de dire ça, qui ne comprennent rien en la médecine pour gérer les hôpitaux. C'est une gestion purement financière. Et moi, je suis arrivé à un stade où je ne pouvais plus cautionner ça. Du coup, quand l'idée de Metzer est venue, j'ai commencé déjà à travailler là-dessus pour reprendre ma liberté. J'étais bien payé, même très, très bien payé. Et pour le faire, j'ai dû renoncer à 50% de mon temps de travail pour être libre et pour pouvoir, on va dire, voler de mes propres ailes dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci. Juste pour rebondir sur un aspect, parce que Céleste a une expérience aussi là-dessus, sur l'aspect, on va dire, juridique, parce qu'il y a plutôt son de cloche, en fait. Quand est-ce qu'il faut créer mon entreprise? Quand est-ce qu'il faut déposer le statut? Est-ce qu'il faut qu'on ait les premiers clients? Est-ce qu'il faut... Enfin, c'est toujours la même question qui tourne à chaque fois. C'est quoi le top départ de l'entreprise, quoi? Est-ce que c'est un top départ juridique? Est-ce que c'est un top départ, c'est ma première vente en fait, ou ma première techno, des choses comme ça? Oui, donc pour rebondir sur le point de désaccord purement technique, je pense qu'il y a sur le fond, sur le côté, la symbolique. Pour ce qui est la symbolique du passage à l'acte, effectivement, les statuts, c'est un papier, donc on peut l'évacuer, on devrait pouvoir l'évacuer au plus tôt et s'en débarrasser. Maintenant, nous, on a eu quelques expériences un peu plus négatives autour de ça, au sens où un certain nombre de mécanismes d'encadrement, d'aide à l'entrepreneuriat ont des timers. Des timers, typiquement 1 an, 3 ans, 5 ans. Et on peut avoir, quand on est intéressé à certains de ces mécanismes, on peut parfois se retrouver, parce qu'on a déposé les statuts un peu trop tôt, avoir dépassé la date anniversaire qui fait que la part de fonds propres à avancer pour avoir accès à telle aide passe de 50 à, on juste dans le bon sens, de 30 à 50%, et que ça change notre situation financière ou qu'on n'a plus le droit de participer à tel concours. Donc, je pense, idéalement, il faudrait moralement dissocier l'acte juridique de on dépose des statuts et le fait de se dire ça y est, j'entreprends, je suis entrepreneur, j'ai toute la légitimité qui va avec ça. Mais un peu sur le comment et pour essayer de transformer ça de façon un peu actionnable, c'est pour quand même avoir avant au moment où on se lance, avoir quand même une idée un peu de l'écosystème dans lequel on va s'intégrer. Le truc de base, c'est savoir comment la BPI fonctionne, mais il y a plein d'autres endroits, plein d'autres guichets à connaître et savoir faire quelques choix tactiques sur où est-ce qu'on s'immatricule, à quel moment. C'est pas rédhibitoire, on a fait l'erreur, c'est foutu. Mais ça peut changer quelques détails, surtout au moment où on compte les euros un peu précisément, et ça peut décaler certains projets qu'on pourrait avoir parce qu'on a été un peu trop vite. Alors, moi, c'est pas pour parler de ça concrètement, mais plus pour dire que le fait de créer,
administrativement en tout cas, ça légitime aussi la démarche. Parce que pour avoir prospecté sans avoir créé, au final, on a en face de nous des gens qui nous disent « mais ok, bah alors crée et puis reviens me voir après en fait ». Donc je pense que le fait d'avoir une entreprise qui est créée de manière administrative et qui est réelle, ça rassure en face les prospects, les futurs clients et ça permet d'encadrer en fait la démarche entrepreneuriale. Si je peux rebondir là-dessus, il y a aussi le fait de, même si on ne se sent pas prêt pour créer, on peut tester. Et ça peut être aussi intéressant si on peut soit tester, je ne sais pas dans quel genre d'entreprise, mais bon, soit tester le produit, soit tester le processus. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai testé le processus parce que j'en ai parlé avec des collègues et on en parlait autour d'eux et avec les administrations. Et comme j'ai dit, j'ai eu premier appel avant même de créer la société. Du coup, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas réfléchir à tout ça. Ou peut-être ne pas faire une formation académique sur l'entrepreneuriat qui peut me montrer tous les obstacles qu'on peut avoir parce qu'après, on n'a plus envie de s'y mettre. Parce qu'on a peur de l'échec. Et ici, en France, l'échec, c'est quelque chose de mal accepté. C'est le mindset français. Mais moi, je trouve que c'était bien de ne pas avoir toutes ces notions-là. Quand je me suis lancé, j'étais rattrapé par l'administration, mais pas mal de fois. Et j'ai toujours su gérer ça. Ça n'a pas cassé la société. Bon, ça m'a mis des obstacles pour évoluer un peu plus vite. Mais on a toujours, quand on est dans le bain, on essaie toujours de nager pour s'en sortir. Voilà. Et c'est comme ça que je vois cette expérience. Juste, il y a un ou deux points sur lesquels vous voulez... Alors, totalement raison sur il faut faire gaffe effectivement à toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. Avec un point en plus qui est qu'il y a un certain nombre d'aides qu'on peut grosso modo avoir une fois dans sa vie, d'entrepreneur, je veux dire. Tout ce qui est ACRE, AR, enfin tous ces processus-là que moi je ne connais pas du tout parce que j'en ai jamais bénéficié. C'est un peu du one time. Jeune entreprise innovante aussi, parce qu'en fait, quand on a déjà créé une entreprise et qu'on recrée une autre entreprise, l'administration fiscale est particulièrement vigilante au fait qu'il n'y ait aucun lien et il suffit de partager des locaux, de partager des ressources, de n'importe quoi et on est requalifié avec un lien. Donc, JEI, typiquement, moi j'ai fait une fois et depuis... plus jamais, quoi. Alors que franchement, les entreprises que je crée maintenant sont un peu plus innovantes qu'il y a quelques années. Mais un dernier point là-dessus, parce que je vous entendais parler, en fait, c'est assez rare de voir un entrepreneur au bout de 5 ans, 10 ans, qui a une seule entreprise. Dans la plupart des cas, en fait, on va en avoir plusieurs. Et la première, si vous vous interrogez sur cette logique-là, la première que vous pouvez créer, en fait, c'est votre holding. Où il n'y aura pas tous ces soucis de date, etc. Alors, pour ARCI, je pense, mais pour le reste, pas nécessairement trop. C'est avoir un véhicule qui ensuite peut servir, quand on crée d'autres sociétés, c'est la personne morale en question qui va être propriétaire des autres sociétés. C'est un premier point important. Quand on est multi-entrepreneur, ça permet quand même d'éviter un certain nombre de frictions fiscales dans certains cas. Parce qu'on peut avoir des remontées avec des concurrents d'associés négatifs, ce qu'on ne peut pas avoir en tant que particulier. Et c'est une façon de passer à l'acte sans réellement passer à l'acte sur l'idée elle-même. Si on a une opportunité ensuite ou une idée qu'on veut concrétiser, on peut avoir sa holding d'un côté et prendre 2-3 mois pour créer ensuite réellement la structure qui va porter l'idée, le produit, ce qu'on veut, tout en évitant justement les difficultés du type bah oui, mais vous n'avez pas de structure avec qui je discute. Parce que si à ce moment-là, on a besoin de signer un contrat, en fait, on a une structure juridique qui est capable de signer un contrat.
budget pas forcément idéal, mais on peut quand même s'en sortir. Donc, voyez pas ça comme un acte unique. L'entrepreneuriat, je trouve qu'en règle générale, quand on se lance dedans, et je connais pas mal d'autres entrepreneurs avec un parcours un peu similaire au mien, quand on se lance dedans, quand on le fait une fois, soit ça se passe mal et on retourne dans le salariat, soit ça se passe bien et vous allez le faire 5, 10, 15 fois, et c'est pratique d'avoir une structure qui permet de contrôler tout ça. Voilà. Très intéressant, quoi. Donc, c'est le montage juridique est à penser. La localisation est à penser, le montage juridique est à penser, et les besoins, finalement, entre... On avait discuté, c'est-à-dire que là aussi, Najib, tu en as discuté, c'est les fameux problèmes qui arrivent, c'est-à-dire qu'on, finalement, heureusement que tu n'as pas suivi notre formation, sinon tu n'aurais pas monté l'entreprise, si j'ai bien compris. Ça m'aurait fait peur. Voilà. Donc, non, mais c'est cette idée, souvent, moi j'ai accompagné pas mal de projets, il y a les besoins exprimés, les besoins réels. Et souvent, il y a des forts décalages. Et comment, justement, après avoir décidé de se lancer, en fait, tout ça, c'est comment vous pouvez gérer, justement, ces décalages, notamment dans la temporalité, mais également, c'est-à-dire comment, par rapport à ce que j'ai exprimé comme besoin, je découvre que finalement, ces besoins ne sont pas vraiment ceux-là, hein, ils vont arriver plus tard. Et justement, ça crée automatiquement des difficultés. Peut-être ce que disait tout à l'heure Najib, merde, je n'avais pas pensé à ces éléments-là, etc., etc. Exactement. La connaissance on va dire, des étapes ou de toutes les parties prenantes, bien comme il faut, ça peut être quelque chose de bien pour éviter les problèmes, mais ça peut être aussi un frein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'était, on va dire, cette ignorance. Je connaissais uniquement ce dont j'avais besoin sur le tas. Voilà. Et après, au fur et à mesure que je veux soit développer, soit faire autre chose, je partais et je faisais des recherches pour savoir où m'adresser, où je demandais conseil, ou voilà, pour avancer. Mais au début, pour être honnête, j'avais besoin, pour faire ça, de toute façon, le circuit de l'intérim, je le connaissais parce que je suis médecin, je faisais de temps en temps de l'intérim, je faisais appel à des intérimaires pour nous aider. Le processus, je le connaissais, mais ça, c'est tout ce qui est technique, je le connaissais. Après, tout ce qui est aux alentours, ça, j'avais besoin uniquement d'un comptable que j'ai jamais vu, que j'ai pris juste par l'intermédiaire d'une autre personne, que j'ai eu uniquement au téléphone, et qui a été efficace. Il m'a monté de l'entreprise avec tous les statuts, tout ça en un mois. J'avais déjà, parce que j'ai eu, comme j'ai dit, j'ai eu mon premier remplacement quelques jours avant que je commence mes démarches. Dès que je l'ai eu, j'ai commencé les démarches. Ce qui m'a encouragé aussi, c'est quand je trouve que la dame des ressources humaines, il me dit, est-ce que vous avez tel médecin, tel médecin, tel médecin? Du coup, ça donne un petit peu l'idée de l'ampleur du problème et de la solution que je peux apporter. Résolution des problèmes, oui, il y a des problèmes qu'on peut résoudre facilement. Moi, je vais dire, le premier problème, c'est que, alors, quand j'ai commencé, mon business model, c'était basé sur une mise en relation. C'est-à-dire que moi, j'employais pas les médecins, je faisais juste la mise en relation, je prenais une commission et c'est bon. Le problème, c'est avec la loi RIST, ça nous a complètement bousculé. Il fallait que je change complètement mon business model, même avant de commencer à travailler. Et je devais devenir employeur de ces médecins. C'est moi qui les paye, qui paye les charges sociales, qui paye. Et ça, tout ça, il fallait que je traite tout ça avec ces administrations que je connaissais pas du tout. La première des choses, la deuxième des choses, même sur le plan réglementaire, passer d'une boîte qui fait de la mise en relation à une boîte qui fait de l'intérim, il nous demande une garantie financière d'à peu près 140 000 € pour quelqu'un qui a misé 650 €. Ça reste vraiment très, 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 très lourd à supporter. Ça a même failli, on va dire,
arrêté mon entreprise, je l'ai suspendue pendant un mois, le temps de trouver les fonds. Voilà, c'est des love money, c'est des collègues à moi. On s'est mis à 4 et on a ramassé les 140 000 €. C'était pas un investissement, c'est juste un dépôt de garantie qui était bloqué à la banque. Du coup, eux, ils savaient que leur argent, ils n'avaient rien à craindre. Et c'est toute une série comme ça, parce qu'après, il fallait reprendre une activité, il fallait recontacter les hôpitaux avec qui je devais faire des missions pendant ce mois-là. Et c'est une série un petit peu, on va dire, de problèmes qui peuvent avoir un côté un peu bloquant, mais qui peuvent aussi nous aider parfois. Deuxième problème que j'ai eu, le gros problème, c'est le problème avec l'administration fiscale française. Une fois que j'ai changé mon business model, normalement, le mode de déclaration de la TVA devait être mensualisé. Alors que moi, je suis resté sur l'ancien qui était annualisé, c'est-à-dire à la fin de mon exercice, je devais déclarer la TVA, chose que je ne savais pas. Mais par contre, cette TVA-là, qui était à hauteur d'un peu plus de 500 000 €, ça m'a permis d'augmenter mon activité, parce qu'avec cet argent-là, j'ai pu payer et avancer les frais des médecins, les salaires et tout ça, et ça m'a permis d'augmenter mon activité, alors que si je payais la TVA d'une façon mensuelle, je n'aurais pas une augmentation, on va dire, de 40% la première année. C'était extraordinaire. Par contre, là, ils m'ont bien repris l'administration fiscale. Et c'est une série on va dire, de problèmes comme ça, mais qu'on gère au fur et à mesure qu'on avance. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai pu trouver toujours des solutions à ces problématiques-là qui peuvent être un peu graves parfois, c'est qu'il y a toujours espoir que même si on se lance, je ne dis pas qu'il faut le faire, même si on se lance un petit peu sans avoir la maîtrise complète du projet, on peut réussir. Voilà. Merci. Ouais. Oui, cette notion de maîtrise, on veut tout maîtriser avant de partir. Et puis, Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Et alors moi, j'ai été dans le cas où j'ai suivi donc une formation, donc le MBA, pour ne pas le nommer. Et c'était juste pour dire, alors en effet, pour se lancer, ce n'est pas un parcours obligatoire de suivre un parcours académique. Pour ma part, c'était l'envie d'apprendre et d'étendre mon champ de compétences, donc d'avoir une vision beaucoup plus transversale de l'entreprise. Et c'était soit pour créer ma propre entreprise, soit pour pouvoir justement arriver à des fonctions de direction générale dans une entreprise déjà installée. Mais en tout cas, avant toute chose, le point de départ, le moteur, c'était vraiment apprendre et avoir cette vision 360 des différents métiers. Ça, c'est le premier point. Ça m'aidait aussi forcément à structurer ma pensée, et donc d'une idée, d'un projet, d'une vision, de la rendre réelle, concrète, avec des éléments concrets, un business plan, une démarche intellectuelle qui permet aussi, et ça j'ai pu l'expérimenter quand j'ai rencontré mes potentiels clients, avoir une posture qui est complètement différente et une réelle compréhension de leurs attentes et de ce que ça implique. Donc, pour moi, c'était vraiment une structuration et donner de l'envergure au projet initial, donc qui était le projet en association, mais ça fonctionne pour tous les projets. En fait, ça donne de l'envergure à un projet, je trouve, et ça permet aussi d'être dans un écosystème déjà avec des gens qui ont déjà entrepris ou qui veulent entreprendre, et de baigner en fait dans cet écosystème-là. Céleste ? Alors, je pourrais pas parler de la formation, parce qu'on n'a pas. J'ai posé la démission et monté la boîte dans la foulée. Donc, pour ce qui est de la vie de l'entreprise, on a effectivement appris sur le tas et sur les différents programmes d'incubation, les journées d'information, ce type de choses. En revanche, un point, je pense, qui peut, on va dire, c'est pas forcément un clivage entre deux types d'entrepreneurs et qui est hermétique, mais il y a effectivement, je pense, peut-être une différence entre les personnes qui créent leur boîte dans un domaine dans lequel ils sont professionnellement actifs et ils ont cette connaissance via leurs collègues, via leurs expériences de qui achètera, comment fonctionnent les process,
Et il y a une autre catégorie, alors je ne dis pas que c'est une belle dichotomie, mais une autre catégorie qui sont par exemple les personnes qui créent leur boîte juste après leurs études, ou les personnes qui créent leur boîte, mais qui vont vendre ailleurs que dans leur domaine d'expertise. Ce qui est, je pense, souvent le cas des personnes dans la tech. Moi, je viens de académique, cryptographie, monde plutôt des armées. Et je vends, comme je faisais dans l'intro début, plutôt assureur, monde de la finance au sens général. C'est des univers que je connais absolument pas. J'ai aucune légitimité professionnelle à leur vendre quoi que ce soit sur comment ils fonctionnent. Et donc, il y a une grosse partie d'apprentissage qui s'est faite sur le tas et parfois un peu douloureusement. C'est le fait de dire, je suis parti du produit, mais fondamentalement, ce qui est important, c'est le marché. Et donc, le besoin de s'y confronter, d'apprendre comment ça fonctionne, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, et en quoi ma technologie, en fait, ils s'en foutent. Ils ont leurs problèmes. Éventuellement, ma technologie peut les aider à résoudre ça, mais totalement, ils n'ont rien à faire que je leur parle de crypto. C'est vraiment, voire même, c'est plutôt embêtant parce que ça rajoute un truc qu'ils ne comprennent pas dans l'équation. C'est pas. Et donc, je crois que c'était toi ou ton collègue qui mentionnait le fait de tomber amoureux du problème, pas du produit. C'est quelque chose qui est assez difficile. Hein. Quand on vient d'un monde où on s'est dit c'est trop bien, c'est trop élégant, faire ça, te dire non, en fait, on n'en a rien à faire, c'est le problème, et on verra comment le problème arrive à ce qu'on a conçu. Et ça va être une très mauvaise citation du fondateur de LinkedIn, c'est que si vous vendez un produit et que vous en êtes satisfait, c'est que vous l'avez vendu trop tard. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir fait quelque chose de bien au sens qui satisfait vos exigences pour vendre. Il va falloir se confronter beaucoup plus vite au marché de façon aussi humble que possible. Et vous connaissez peut-être déjà des mécanismes, comment faire des entretiens qui ne biaisent pas votre interlocuteur pour recueillir son besoin. Mais je pense que cette quantité d'informations, si vous ne l'avez pas structurellement dans votre expérience professionnelle, ça va vous prendre 1 an, 2 ans à tenter des choses, à voir que ça ne colle pas, à pivoter un petit peu, recommencer, ça ne marche pas, alors que voilà, vous auriez pu commencer par ça, même si c'est un peu moins élégant que de dire j'ai un produit déjà développé que je commence à vendre. Tout à fait. Moi, ça me rappelle un petit peu au début des années 2000. On entend. Je travaillais pour un incubateur et il y avait beaucoup de scientifiques, en fait, dans cet incubateur, des enseignants, des chercheurs qui devenaient. Ça ne marche plus. Et ils ne voulaient pas lancer leurs produits parce qu'ils voulaient qu'ils soient parfaits. Et moi, je leur expliquais, mais vous voyez les produits anglo-saxons, leurs produits ne sont pas parfaits. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont créé des hotlines. Et on paye des hotlines derrière. Donc, en fait, c'est une autre forme de source de revenus pour un produit qui est imparfait. Et donc, c'est le client qui va rendre perfectible le produit. Et ça, c'est vrai, c'est cette dimension aussi culturelle, c'est-à-dire très scientifique française, où on veut vraiment à tout prix que le produit soit parfait et que dès qu'il est parfait, on considère qu'il n'y a pas de problème de marché. que ça va se vendre naturellement. Et voilà. Ok, mais alors par rapport aux écarts perçus, c'est-à-dire les écarts que vous vivez, notamment où vous dites, vous voyez, je lance mon truc, automatiquement il y a des écarts. C'était entre ce que vous aviez imaginé et la réalité. Comment vous gérez cette situation-là psychologiquement, financièrement, parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect financier, parce qu'il y a le coût de la vie derrière, notamment s'il y a une famille, si on est jeune, moins jeune, on n'a pas du tout les mêmes types de contraintes. Et donc, comment on gère ce type d'écart, ces écarts que vous avez pu identifier à chaque fois? C'est une bonne question. Quand on se lance sur un projet, on va avoir une idée, on va se dire, voilà, je veux faire ça, j'ai tel produit, je vais le vendre. Il va effectivement se produire des écarts. Les plans de bataille ne tiennent que jusqu'à la première minute de la bataille. Je pense que chacun va avoir une approche un peu personnelle et les conditions personnelles. Moi, j'ai une famille, une femme, 2 enfants, je peux pas. J'ai besoin de revenus, par exemple. Les conditions personnelles vont varier, ça va faire que les besoins vont varier, les écarts vont être plus ou moins grands. Un point, moi, ma façon de le gérer, ça a toujours été de me dire, OK, je me lance dans ce projet-là, j'ai un certain nombre de milestones où je sais que je veux, au bout de 6 mois, en être là, qui sont des objectifs qui ne sont jamais très ambitieux. Hein. Je prends des
tout petits objectifs là-dessus. C'est plutôt ma trajectoire minimale. Et je sais que genre ça va souvent être fin juin et fin décembre. Je vais regarder par rapport aux objectifs que je m'étais fixés 1 ou 2 ans avant, où j'en suis. C'est important parce que ça m'est arrivé, et je l'ai vu chez pas mal d'autres personnes, un des dangers quand on entreprend, c'est on a une vision au départ, on a envie de faire quelque chose, etc. On se lance, l'analyse sur on part sur un produit et pas sur un problème, et il faudrait tomber amoureux du problème est vraiment excellente. Enfin, c'est un point très, très important. Et on se trompe. Et trop de gens, en fait, restent dans cette phase où on s'est trompé, où on fait des petites modifications, etc. Simplement parce que on a le nez dans le guidon. C'est extrêmement dur de pouvoir prendre du recul. Alors, pas forcément face au micro, mais prendre du recul et être capable de se dire, OK, là, je suis dans cette situation. Est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas? Si ça fait 1 an et demi que vous travaillez sur le projet, à part si la situation est catastrophique, la réponse sera toujours oui. Si vous n'avez pas des critères objectifs, voilà. Moi, j'ai trouvé cette méthode qui est d'essayer d'avoir des critères objectifs que je m'impose à moi-même à l'avance. Mais du coup, ce n'est pas des trucs très précis. Hein. Ça va être je veux tant de clients, je veux tant de chiffre d'affaires, et si le produit a évolué 15 fois entre-temps, ce n'est pas grave. Faut un peu de souplesse. Il y a d'autres méthodes qui vont consister à demander un regard d'un proche, prendre un coach. Enfin, il y a plein de méthodes différentes, mais c'est un point extrêmement important, être capable de se remettre en cause et tous les 6 mois, 1 an, voilà. Et par rapport à la question précédente, je voulais juste rajouter une chose. Si vous devenez entrepreneur, toutes les difficultés, tous les problèmes que vous allez avoir, gardez bien en tête la variable d'ajustement, c'est vous. Il faut être capable de faire n'importe quoi dans l'entreprise. De nettoyer les sols, à faire les contrats, à faire la réalisation technique, ou trouver quelqu'un qui va le faire pour vous. Mais globalement, tant que la boîte ne fait pas 200 personnes, la variable d'ajustement, c'est vous, quoi. Moi, je peux en parler de manière concrète aussi par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, j'ai quitté mon emploi pour me lancer dans ce premier projet, le projet initial, et en même temps suivre le MBA. Et donc, la question financière s'est posée tout de suite et a toujours été un peu une dynamique en fait parallèle à tout ce que je pouvais construire ou développer à côté. Donc, pareil, avec une famille, 2 enfants. Donc, ça rythme quand même pas mal les choses. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes. Mais j'avais la conviction que j'allais m'associer, que j'allais pouvoir bénéficier donc, des aides dont j'ai bénéficié et développer l'entreprise et puis donc créer mon propre salaire. Et donc, effectivement, je m'étais fixé une échéance d'1 an en me disant, voilà, ça va se faire graduellement, mais ça va se faire. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, on est forcément rattrapé par la réalité du coût de la vie. Et puis, quand on se lance là-dedans et qu'on a une famille, on embarque tout le monde avec soi. En fait, c'est pas juste soi. Donc, c'est le conjoint, les enfants aussi qui participent à ça. Donc, voilà. Pour moi, c'était quand même une limite de pas que ça n'interfère pas trop non plus sur la vie de famille, même si tout le monde a été très support. Et finalement, la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller c'est un sujet dont on voulait parler, d'aller vers un modèle un peu plus hybride qui me permet aujourd'hui, donc j'ai intégré une entreprise à temps partiel qui elle-même a un projet entrepreneurial, donc je viens en tant que salarié, aider cette entreprise à développer son projet et avec un objectif de vente à 3 ans pour cette entreprise. Et en parallèle, cette entreprise a accepté que je puisse développer mon propre projet de conseil. Voilà. Donc, c'est l'équilibre que j'ai trouvé et qui me permet à la fois de tester de manière plus sécurisée mon modèle. Et pour répondre aussi aux étapes, c'est vrai que le MBA, moi, m'a aidé justement, comme je vous le disais, à structurer et à me dire, au bout de tant de clients, facturer tant, ça me permet d'avoir ce chiffre d'affaires. Et donc, forcément, ça permet de se projeter de manière beaucoup plus sereine parce qu'on a des objectifs concrets, en fait. Merci. Céleste, tu veux peut-être rebondir là-dessus sur
justement, comment anticiper ou quelle serait ta méthode que tu as peut-être trouvée ou s'il y en a une? Je ne sais pas forcément s'il y a une méthode ou si c'est de l'opportunisme méthodique, mais par exemple, effectivement, je pense que l'ARE, donc par Pôle emploi, France Travail, pour monter sa boîte, c'est un des mécanismes quand on. Alors, je ne savais pas que c'était que pour les primo-entrepreneurs, donc je sais maintenant qu'il faut que je fasse attention. Ah oui. Voilà, mais donc c'est quelque chose à bien connaître les montants auxquels vous avez le droit, à quel moment, sous quelles conditions. Pareil, donc on est une société deep tech, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des mécanismes particuliers de financement avec la BPI. Donc là encore, bien connaître tous les mécanismes, tous les guichets à aller voir pour se dire, OK, on peut prétendre à telle somme d'argent de notre compte chômage, telle somme d'argent de la BPI, etc. Et du coup, essayer de prévoir nos trajectoires en fonction de ces grosses échéances qui seront le moment où on aura de l'argent, etc. Et donc, dans notre cas, à la base, on a plutôt l'idée de faire du produit avec le fait d'avoir mis, alors, c'est pas forcément de l'eau dans le bain, mais on a rééquilibré un petit peu ça. Maintenant, on a aussi une activité plus de service conseil qui est justement là parce que nous, on a un produit on vend ça à des acteurs qui ont des cycles de vente de plusieurs années. C'est-à-dire, quand on est start-up, plusieurs années, c'est inenvisageable. On a vraiment regardé du mois pour le mois ou de trimestre en trimestre comment évolue la trésorerie. Donc, envisager un contrat à 2 ans, c'est pas très naturel. Et donc, c'est typiquement un compromis au sens où moi, j'aimerais bien faire que de la tech tout le temps, vendre mon produit et que ce soit terminé. En pratique, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, on doit prévoir des produits ou des prestations un peu différentes que ce qu'on voudrait absolument faire, mais qui se vendent mieux, qui se vendent plus vite surtout, et qui nous permettent d'avoir l'énergie et les ressources pour la suite. D'accord. Najib, si Alors, les moi, écarts pour anticiper ou il n'y a pas d'anticipation ou, alors, sur, on va dire, sur ma vie personnelle, j'ai opté pour le modèle hybride, moi aussi, parce que je ne pouvais pas quitter mon travail. J'ai une famille, j'ai des enfants. Par contre, moi, ce qui est bien dans notre métier de médecin, c'est que après, je pouvais gérer un petit peu mon temps comme je voulais. C'était pas quelqu'un qui me mettait mon planning, c'est moi qui me fixais mon planning moi-même. Et du coup, je le faisais adapté à mes activités de l'entreprise. Chose qui était très, très bénéfique pour moi parce que j'ai travaillé pendant 6 mois seul dans l'entreprise jusqu'au moment où j'ai vu que je pouvais commencer à embaucher. Après 6 mois, j'ai embauché mon premier salarié. Après 1 an, j'ai embauché mes 4 autres salariés. Maintenant, on est 5. Cette visibilité, dès le début, je ne l'avais pas. Je connaissais le marché, je savais parce que c'est un marché pas que français, c'est un marché mondial qui est en développement. Le problème, c'est que je ne savais pas est-ce que moi-même, j'allais pouvoir répondre à toutes ces exigences entrepreneuriales en France ou pas. Parce que c'était ma première expérience d'entreprise française. Et dès que j'ai vu que ça pouvait aller, je pouvais faire l'affaire, je me suis dit, allez, au bout d'1 an, j'ai vu un petit peu mes chiffres, au bout d'1 an, je vais prendre des dividendes que je vais mettre en salaire par la suite sur l'année suivante. Et tout ça, bien sûr, c'est dans une stratégie de calcul pour ne pas payer beaucoup de charges sociales sur mon salaire et tout ça, pour économiser au maximum. Et dès que j'ai fait ça, la première année, j'ai pris cet argent, je l'ai mis de côté et j'ai trouvé une autre opportunité à côté. J'ai mis cet argent sur cette opportunité-là et j'ai continué à travailler en tant que médecin à mi-temps. C'est juste pour dire une chose, c'est que on peut se fixer des objectifs, on peut les tenir parfois, mais parfois il y a des choses qui arrivent qui font qu'ils soient bonnes ou mauvaises, qui font que ces objectifs-là, ils doivent changer.
dans mon cas, c'était en bien parce que j'ai investi ailleurs, mais dans d'autres cas, peut-être que j'aurais pu ne pas avoir cette somme-là pour faire ce que je voulais faire. Et là, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, il faut en faire, je ne sais pas quoi, mais on a toujours des solutions. J'insiste toujours sur ce mot-là. Il faut toujours trouver des solutions aux problèmes et non pas s'arrêter sur le problème. Voilà. Ok, justement, peut-être avant de donner la parole à l'auditoire, si vous auriez quelques conseils, mais bon, en voyant vos parcours, parce qu'en fait, vous avez 4 parcours complètement singuliers. Vous allez me dire, de toute façon, chaque entrepreneur a un parcours singulier. Quels seraient globalement 1 ou 2 points de vigilance pour justement passer à l'acte ou un conseil et surtout après? Les points, un petit peu comme tu viens de dire, Jean-Xavier, on monte un truc, mais il faut qu'on ait quand même à côté de ça, pourquoi pas, une sorte de petit document qui nous permettent de voir où est-ce qu'on va. On sait très bien que le business plan ne sera jamais vraiment respecté, c'est le principe du business plan, mais en revanche, il nous faut quand même un petit papier qui nous permet quand même, au bout de 6 mois, de se faire une rétrospection de son travail, de dire je continue pas, etc. Si vous aviez 1 ou 2 petits éléments pour les personnes qui vous écoutent, et notamment pour ceux qui veulent passer à l'acte et qui ont encore un peu de doute. Donc, en tout cas, à minima pour les personnes qui ont un parcours très tech, et faites attention à votre ego. Il est à la fois très important pour vous dire je me lance, mais il peut aussi vous faire croire que votre produit, c'est la 8e merveille du monde, alors qu'il y a quand même un marché qui doit le vouloir. Et le point que je dirais pour aller avec ça, c'est il y a des mécanismes d'entretien, je parlais par exemple le mum test, etc., des façons de faire des interviews avec des personnes. Faites-le rigoureusement, faites des entretiens avec des personnes, prenez des notes et ayez ça un peu comme une source objective d'information extérieure, quelque chose de non biaisé qui vous dit si oui ou non vous êtes en train de vous monter une idée de ce que va faire votre solution, ou est-ce que les gens qui ont objectivement raison, les gens qui ont de l'argent, vont bien dans le même sens que vous. Voilà, cette prise de note, je pense, elle est très importante. On l'a fait, mais peut-être un peu plus tard que ce qu'on aurait dû, et ça a beaucoup changé la façon dont on a vu la trajectoire de l'entreprise. C'est ce que tu parlais de filtre, en fait. À un moment donné, tu nous avais parlé de filtre, c'est-à-dire le fait qu'on pense que notre produit est magnifique, ça biaise de tous les filtres qu'on peut avoir par la suite, qui fait qu'en fait, on ne répond pas du tout aux problèmes du client, et en fait, on est amoureux de notre solution, on n'est pas amoureux du problème. Tout à fait. Alors, je te rejoins justement pour dire que, et ce que tu décris dans la texte se retrouve aussi, moi, dans l'expertise que je peux avoir. Parce qu'on est expert et qu'on a passé plusieurs années à faire ce métier, on pense connaître suffisamment les besoins du marché. Et donc, c'est vraiment très important d'aller rapidement tester son marché, tester les besoins. Et dans mon cas, en fait, je me suis rendu compte, alors je l'ai fait tardivement, et je me suis dit, c'est dommage d'avoir attendu parce qu'il y avait quand même une dichotomie entre ce que je pensais pouvoir répondre à un besoin et le besoin réel de mon réseau. Donc, moi, j'étais allée voir mon premier réseau en pensant que ça allait être tout de suite une opportunité pour eux. Et au final, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc ça, c'était un peu un coup dur quand même, mais ça m'a obligée justement de manière objective à remettre en question le service que je proposais. Et aussi, ne pas se fermer de porte dans le sens où on pense souvent que c'est son premier réseau qui va forcément vous aider à concrétiser quelque chose. Mais dans mon cas, c'est aussi un réseau indirect ou par personne interposée. Donc, moi, je me suis rendu compte que souvent, c'est les gens que vous ne connaissez pas aussi qui vont être apporteurs d'opportunités. Donc, il faut rester ouvert à des opportunités que vous n'envisagiez pas. Alors moi, je vais donner un conseil qu'on m'a donné il y a pas loin de 30 ans, malheureusement. C'est un vieux monsieur qui m'avait dit, si tu veux être entrepreneur, il te faut 3 choses. Il te faut un bon avocat, un bon expert comptable et un bon banquier. Et ça m'a marqué. Je me suis démerdé pour avoir un bon avocat, un bon expert comptable et un bon banquier. Et c'est critique, vraiment. Tu peux me filer les adresses, s'il te plaît? Ouais. Après. Alors,
Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est deux choses qu'il faut toujours garder à l'esprit. C'est vrai que c'est important de le savoir, important d'avoir une feuille de route, mais il faut être vraiment très, très malléable. Vraiment très, très malléable, parce que quand on arrive à des problématiques qu'il faut gérer, parfois, si on veut suivre notre feuille de route, on va se heurter à un mur qu'on ne pourrait pas dépasser. Il faut toujours savoir, à défaut de résoudre les problèmes, de les contourner et trouver des solutions plus tard pour pouvoir continuer à avancer. C'est vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de se dire, il n'y a pas de problème sans solution. Si je n'ai pas la solution maintenant, je vais la voir demain. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner la solution. Peut-être que moi-même, je vais la découvrir plus tard. Et il faut avoir un peu de hauteur dans la vision où est-ce qu'on va. C'est aussi très, très important parce que ça nous permet d'allier un petit peu entre notre propre personne et le travail entrepreneurial qu'on fait. Une deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est les valeurs. Quand on a des valeurs, quand on est dans un monde entrepreneurial, on se heurte à des situations qui vont nous faire réfléchir sur nos propres valeurs. Moi, j'ai toujours choisi de garder mes valeurs dans des situations où je pouvais peut-être gagner un peu plus d'argent ou faire développer un peu plus l'entreprise, mais j'allais être pas bien dans ma peau après quand je rentrais à la maison. Alors que quand je garde mes valeurs et que je les respecte, je suis heureux. Même s'il y a de l'échec, c'est un échec avec valeur. Voilà, c'est les valeurs. Très intéressant. Donc, expert, comptable, banquier, valeurs, bien étudier le marché, se confronter finalement sur le terrain, etc. Merci. Est-ce que vous avez des questions, l'auditoire ou en ligne, Marie-Lou? Alors, merci. Moi, je suis étudiant à l'IAE. Merci pour vos témoignages qui sont très intéressants. Moi, je retiens de votre témoignage que tous vous confirmez quand même qu'une des motivations, c'est l'envie de liberté et d'être votre propre patron, mais que ça ne suffit pas, qu'il faut derrière avoir en fait quand même répondre à un besoin. Sinon, il n'y a pas, le produit ou le service n'existe pas. Néanmoins, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est au moment où vous êtes passé à l'acte, vraiment, vous avez lancé l'activité, qu'est-ce qui a été le déclencheur, le ressort? Qu'est-ce qui vous a dit, bon là, c'est entre guillemets, le business est suffisamment sécurisé, même s'il n'est jamais à 100%. Et en fait, voilà, quel a été le ressort du passage à l'acte? J'ai bien compris, effectivement, la création juridique, etc. C'est un premier passage à l'acte, mais ce n'est pas suffisant. C'est plutôt la deuxième étape, celle qui va permettre de vraiment lancer l'activité. Dans mon cas, c'était une raison qui s'est avérée fausse a posteriori. On pensait avoir le bon produit. On avait la bonne idée. On s'est dit, c'est bon, on a ce produit, on sait à qui on va le vendre. On démissionne toutes les deux et on se concentre là-dessus. Il s'avère qu'on l'a vendu. Donc après, bon, le marché, c'est pas avéré être ce qu'on pensait être. Donc, on a fait tout le truc de pivot, reprendre les enquêtes. Mais dans notre cas, c'est de dire... C'est vraiment une conviction, de se dire qu'il y a une espèce d'alignement des étoiles, on sait ce qu'on vend, on sait à qui on le vend, et on est sûr qu'on va être riche avec ça. Ça n'a pas marché. Si je peux rajouter une chose, c'est pour l'après, une fois que la paperasse elle est faite, c'est le travail, il faut vraiment trimer, il faut travailler. Moi, j'ai travaillé, on va dire 18 heures par jour. Même mes premières vacances, je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à 9 heures, le temps que les enfants se réveillent pour les sortir et après travailler le soir encore tard. On n'arrête pas de travailler, mais sachez une seule chose, c'est que
on sait pourquoi on travaille. C'est ça le plus important dans toute cette histoire, c'est qu'on travaille pour soi-même. Et ça nous procure vraiment un plaisir. Moi, voilà, c'est mon ressenti. Ça nous procure un plaisir inégalable. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux. J'ai même travaillé dans une structure où j'ai participé à la construction. C'était une clinique privée, tout ça. Mais c'était toujours lié à d'autres visions. Alors que là, avec l'entreprise, quand on met en pratique notre propre vision, sachez-le, on n'est jamais fatigué. Et jusqu'à maintenant, je continue, ça va faire 3 ans, ça fait 2 ans et demi maintenant, je continue à travailler comme un acharné. Je travaille beaucoup plus que tout le monde et ça me fait toujours plaisir de le faire. Je trouve la question intéressante sur un point, parce que la question, elle pose la question du market fit. J'ai une idée, est-ce que je me lance? Voilà. Elle ne fait pas la distinction entre la personne physique qui veut être entrepreneur, l'entreprise, personne morale, qui, elle, peut avoir une question de market fit. En fait, il faut idéalement les deux. C'est-à-dire qu'il y a une première question qui est « j'ai un produit, j'ai une idée de service, voilà, que je veux transformer en entreprise ». Mais quelque part, je pourrais aller voir une autre entreprise, leur proposer l'idée de devenir chef de service dans cette entreprise avec les moyens de l'entreprise, etc. pour le faire. Ça marcherait aussi. Et il y a la question à côté de devenir entrepreneur qui, quelque part, est une profession. La première question, celle du market fit, on n'a jamais la bonne réponse et bon, voilà. C'est une question à laquelle on pourrait essayer de répondre, enfin, on peut essayer de répondre objectivement, mais la meilleure réponse, c'est d'aller sur le terrain et de se rendre compte si ça marche ou si ça ne marche pas. La deuxième question, c'est une question très personnelle. Ça c'est beaucoup plus compliqué et c'est effectivement les besoins de liberté ou les autres éléments qui vont pousser. Mais il faut distinguer les deux questions, je pense que c'est vraiment important. Merci, notre ami Nicolas. Oh là. Bonjour à tous, donc Lamine, j'ai un entrepreneur, j'ai déjà monté ma boîte. Donc vous êtes tous des entrepreneurs et je pose toujours la question, quelle était l'erreur la plus constructive pour vous pour en prendre avec cette erreur? Merci. Du coup, ma réponse, la réponse disque rayé, c'est le fait d'être parti sans avoir fait des entretiens avec les personnes. Et voire même, peut-être autre erreur et façon technique de le faire, c'est qu'on a quitté la boîte pour monter, pour se lancer. Un truc que j'aurais bien aimé faire et qui je pense qu'il m'aurait fait gagner du temps, c'est de faire ces entretiens et même de profiter de ma vie d'avant, profiter de mon emploi avant, ou si vous êtes en formation, d'une autre forme de légitimité qui permet de poser des questions de façon différente. Parce que poser les questions en mode je suis entrepreneur, je vous assure, je ne suis pas là pour vous vendre un produit, j'ai besoin de votre temps, c'est plus difficile à passer que je suis ingénieur experte de tel sujet, je travaille au ministère des Armées, etc. J'ai besoin de prendre 10 minutes de votre temps pour comprendre tel problème. Je pense que ce serait une petite astuce rétrospective sur comment faire ces entretiens qui, pour moi, le truc qu'on aurait dû faire le premier jour, voire apprendre le premier jour et qu'on a trop délayé. C'est pareil, avoir une bonne vision de son marché et être capable de se remettre en question. En fait, le fait d'être persuadé que c'est le bon client, le bon service, alors qu'en fait, le besoin du marché est un petit peu différent. Donc, ça, c'est une erreur qui peut, alors, pas forcément coûter cher, mais en tout cas retarder. Et voilà, il faut être capable de s'adapter, se remettre en question. C'est pas facile comme question. C'était l'erreur la plus constructive qu'on ait commise, c'est ça? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, l'erreur qui aurait eu le plus d'impact ensuite. À un moment, j'ai cherché des commerciaux parce que je me sentais incapable de vendre moi-même. Je suis toujours plutôt mauvais
dans le premier contact. Les 5 premières... je ne suis pas capable d'aller voir quelqu'un que je ne connais pas et de faire bonjour, je vends ça, ça je ne sais pas faire. Mais je me suis rendu compte que tout le reste, je savais le faire. Et j'ai appris en regardant ce que faisaient les commerciaux avec qui je travaillais. Je dirais que du coup, l'erreur la plus constructive, c'était d'avoir recruté pas forcément les bons commerciaux au bon moment, mais de me rendre compte de ça. Il y a toute une réflexion sur les 10 dernières années sur la fonction commerciale, je pense que c'est là-dessus. Mais c'est vraiment difficile comme question. Elle est très bonne comme question, j'aime beaucoup. Si je réfléchis bien, moi je dis c'est de jouer avec le fisc français. C'est vraiment c'est une grosse erreur. Alors moi, je n'ai pas joué avec le fisc, c'est que je ne savais pas, tout simplement, et quand on est rattrapé, ça fait mal. Ça peut engendrer, on va dire, les choix que j'avais, c'était de suspendre mon activité pendant 2-3 mois, le temps de couvrir ou de rattraper tout ce retard pour le fisc avant de relancer. Et ça, c'est une cassure qui dans le business qui n'est pas bonne. Moi, je dis que surtout, le fisc français, il faut bien se renseigner avant de, je ne vais pas dire jouer avec lui, mais bon, avant de faire de mauvais choix. Merci. Autre question, Mirza? Bonjour, je m'appelle Mirza, étudiant à l'IAE aussi. J'ai quelques questions plutôt en termes de timeline entre le moment, par exemple, du développement du produit et le moment où vous avez vu que ça ne matche pas. Ça ne fit pas par rapport aux besoins du client. Et par rapport à ça, comment vous avez fait pour switcher pour pivoter, en fait, c'est dans ce sens-là. C'est ça. Alors, la timeline, grosso modo, j'ai donné les mois parce que je n'ai pas compté à la volée, mais en gros, on démissionne en mai, on se lance sur le produit, on avait l'idée. Donc là, on se lance sur le produit, donc c'est beaucoup du papier, du prototype. On commence à développer et on a une version qui fonctionne pas, qu'on ne peut pas mettre entre les mains de qui que ce soit, mais pour nous, ça suffit. Aux alentours, on va dire peut-être de novembre. Et là, on commence à essayer de vendre et c'est beaucoup plus difficile que prévu. Alors là, la bonne idée qu'on a eue, c'est on s'est un peu calmé sur le développement. On ne s'est pas dit ça ne marche pas, du coup on développe plus. On s'est dit on va un peu voir si ça mord. On a eu un premier client qui a dit oui, donc bonne et mauvaise chose. Bonne chose, ça nous a fait du CA. Mauvaise chose, ça nous a conforté dans cette voie-là. Donc là, on a refait du développement un peu ad hoc. Donc on a commencé à avoir le client signé en mai. Du coup, on a développé jusqu'en août. Et en plus, c'était du co-développement. Donc on itérait avec le client directement. Donc là, on en est à un an. Je crois qu'on en est à 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. À ce moment-là, le produit, on sent qu'il fonctionne. Il est pas parfait clairement, mais il fait le travail. Mais on voit que sur l'activité commerciale qu'on a eue en parallèle, ça a été très difficile. On ne réussissait pas à faire en parallèle cette vente-là. Et je pense, c'est en décembre qu'on a eu un peu le déclic en se disant ça marche plus. On faisait un pitch pour un incubateur. Incubateur dans la cyber, au campus cyber, qui nous dit en gros, on aime bien votre idée, on aime bien la tech, par contre votre produit c'est complètement nul. Si vous venez, vous changez de produit. Bon, c'était dit, voilà. La personne se reconnaîtra sur le ton qu'elle avait employé. Mais c'est à ce moment-là qu'on a fait le pivot. Après, on a fait le pivot en se disant la technologie, ça reste fondamental. On est cryptographe, on n'est pas là pour faire autre chose que de la cryptographie. Et donc, c'était se dire, mais en fait, on voulait résoudre des problèmes de mots de passe, etc. En fait, c'est plutôt des assureurs qui ont plus naturellement des données sensibles. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, le produit, on arrête. Et le produit il est dans un état acceptable en un certain sens. Et maintenant, pour les 6 mois qui viennent, on fait que de l'entretien. On ne touche pas à une ligne de code, ce n'est pas l'objectif. Et une fois ces 6 mois-là, on réfléchira de ce qu'on a appris. Est-ce que le produit est sauvable ou pas? Bon, et la réponse est oui, vu qu'on est encore là. Je sais pas si ça répond sur toute la timeline. Merci.
Alors, merci beaucoup pour tout. J'ai remarqué beaucoup de sentiments ou de moments que je pense c'est très général comme entrepreneur dans le parcours qu'on sent à chaque étape. Et il y a eu un qui est particulier, dont je souffre un peu, c'est être très seul dans ton parcours. Et je voulais savoir un peu comment c'était pour chacun de vous cette étape. Alors, je rejoins ce que tu dis, et moi, c'est pour ça que je voulais pas me lancer seule, parce que je n'aime pas fondamentalement travailler seule, mais aussi parce que ça a apporté une dynamique différente, donc le fait de s'associer, de partager ses idées, de pouvoir se remettre en question beaucoup plus facilement. Donc, c'est difficile. Après, il existe quand même aujourd'hui beaucoup de moyens d'être un petit peu moins seul, notamment bon, je ne sais pas si ça répond directement à ta question, mais en tout cas, des clubs entrepreneurs. Moi, le MBA m'a aussi aidé, comme je disais tout à l'heure, à être dans un écosystème, donc partager avec des gens qui ont une dynamique intellectuelle qui est proche de la tienne. Et pourquoi pas t'associer après ou t'adosser à un autre projet existant. Donc, mais c'est un vrai sujet, la solitude dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est aussi quelque chose, il faut se sentir capable quand même, parce que même si tu t'associes à un moment où que tu as d'autres partenaires, fondamentalement, tu es quand même seul. Je rejoins. Moi, j'ai travaillé pendant 6 mois seul. Je me suis lancé seul. C'est pas facile, mais il n'y a pas que le mauvais côté, il y a aussi le bon côté, c'est que quand on est seul, on fait ce qu'on veut. On applique la vision qu'on veut. On n'a pas à se casser la tête, à convaincre, peut-être faire des recherches, demander conseil, oui. Avoir des mentors, c'est très, très important. Mais après, moi, je trouve que, surtout, je pense que c'est ma 4e aventure entrepreneuriale. J'ai toujours fait seul et j'aime ça. J'aime faire seul. Après, il faut choisir, il faut savoir s'entourer. Et une fois qu'on est bien entouré, on n'est plus seul. Du moment qu'on considère nos collaborateurs comme faisant partie de l'aventure. Et ça, il faut que eux, ils le sachent. Pas toi, entrepreneur, mais eux, il faut qu'ils sachent qu'ils font partie de l'aventure. Ça les encourage à vivre cette expérience avec toi pleinement et de donner des. Moi, le premier que j'ai embauché, il me le dit comme ça, c'est mon entreprise. Et il me donne des idées, il fait des choses que moi, je n'aurais pas imaginées. Mais pour moi, personnellement, j'aime bien mettre le cadre, mettre les bases et après avoir du monde pour m'aider. Alors, effectivement, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est... moi, je sais que j'ai d'anciens clients qui sont devenus des amis ou d'anciens prestataires qui sont devenus des amis, qui sont entrepreneurs aussi. Et les relations qu'on peut avoir entre entrepreneurs sont assez différentes de celles qu'on pourrait avoir... c'est presque une secte à la fin. Être passé face aux impôts, je pense que ça fait rentrer, ça fait partie du jeu et du processus. Et l'autre option, c'est l'association. Moi, je me suis, sur ma dernière entreprise, par exemple, j'ai comme associé, on l'a monté à 4 autres. À 2, puis à 4, puis de nouveau à 2. Un peu compliqué, je vous passe les détails, mais par exemple, j'ai comme associé quelqu'un que j'avais pris en stage il y a pas loin de 10 ans, mais qui était très bon et chez qui je sentais un potentiel. Et voilà, et quelque part, je lui transmets depuis 10 ans parce que je sens bien qu'il y a un potentiel d'entrepreneur, tout ça. Trouver des gens autour de soi, c'est important. Ça remplira jamais complètement le problème de la solitude, mais voilà, avoir des gens à appeler à minuit qui sont entrepreneurs aussi, et à qui faire. Et là, j'ai besoin de faire un débrief, d'avoir un. Voilà, c'est important. Avoir des associés, c'est important, et que ce ne soit pas les mêmes, que ce soit 2 catégories distinctes. Merci beaucoup. Ça va être réussi. Vraiment, je pense à la fois le côté la solitude, l'association ne résout pas le côté la partie solitude.
Il y a quand même un côté, c'est des expériences très particulières. Le fait de mettre son ego dans la boîte, de voir tout ça, c'est quand même différent de ce qu'on vit en étant salarié. Et effectivement, le côté sec, trouver les personnes qui ont qui comprennent ces choses-là sans avoir à trop l'intellectualiser, sont capables de répondre, je pense que c'est très important. Et c'est une des raisons pour lesquelles les incubateurs ou tous les programmes qui mettent un peu en communauté sont importants, indépendamment de l'intérêt des prestations très matérielles. Le fait d'avoir des amis entrepreneurs qui aident un peu à relever la tête du guidon, parce que ça, on ne peut pas faire ça. Si on n'avait pas la tête dans le guidon, c'est probablement qu'on n'est pas assez investi, en tout cas de mon point de vue. Mais ça reste une mauvaise chose de ne pas être capable de reculer. Et ça, il faut des personnes, il faut se faire des amis qui comprennent parfaitement ça, en plus des autres. Merci. Une autre question, c'est plus comment vous gérez les engagements entre associés ou différences d'implication, ou s'il y a des problèmes d'implication, comment vous gérez ça, par exemple. Je ne sais pas si vous avez eu des soucis dans ce genre-là. Et l'autre, c'est la question entre comment vous gérez plusieurs idées ou plusieurs choses en même temps dans l'entreprise. C'est ça. Fondamentalement, il n'y a pas de bonne solution. La réponse un peu technique, c'est faire attention au statut, faire attention au pacte d'associés, bien mettre tous les mécanismes. Après, on dira il faut éviter l'association à 2 parce que ou les associations 50-50, c'est mal. Mais il y a aussi des raisons de ne pas faire les associations à 3 parce qu'on se met en minorité. Il y a des risques de minorité systématique. Il y a cette réponse technique. Et il faut bien le faire, au sens de le faire de façon consciente, mais ce n'est pas une bonne solution. Et je ne pense pas qu'il y ait de mécanisme de bonne réponse qui soit réapplicable. C'est malheureusement, oui, je veux dire malheureusement, il faut au moment de l'association avoir une suffisamment bonne convergence et alignement pour que tous ces problèmes-là, ils vont apparaître, mais qu'on soit déjà d'accord sur comment le résoudre, mais humainement. Et c'est une image un peu éculée, mais le fait que l'association soit comme un couple, il y a au moins ça sur le volet communication. Et être capable, justement, quand on a des divergences sur les projets ou sur la perception de l'implication de l'une ou l'autre, des choses comme ça, il faut être capable, d'en parler de façon très explicite et très sincère. Mais ça ne suffira pas si fondamentalement il y a un désalignement qu'on n'a pas fait l'effort de découvrir. On pourra mettre des rustines jusqu'au moment où ça cassera. Donc, il y a ce besoin d'honnêteté radicale au tout début. Il y a des modèles de questionnaires extrêmement longs qui forcent à répondre à plein de questions très, très concrètes et faire l'effort, ça prend quelques heures, voire plus, à dire, OK, est-ce qu'on est vraiment d'accord sur tous ces points-là? Et si on voit un point dès le début qui peut poser problème, il faut être prêt à reprendre quelques heures pour voir si c'est un problème fondamental ou si c'est un problème un peu plus superflu, mais il n'y a aucun mécanisme satisfaisant que je sache, qui permettent de résoudre ça. C'est purement de la communication et de la compatibilité a priori. Sur la partie association, alors effectivement, on peut avoir un pacte d'associés, on peut avoir plein de systèmes comme ça. En règle générale, c'est très positif de les avoir, hein, mais ça ne va pas couvrir toutes les situations. La question principale est une question de confiance. Associez-vous avec des gens que vous connaissez depuis au minimum quelques années, avec qui vous avez travaillé. Là, je crois que dans ton cas, c'est avec un collègue de travail. Du coup, ça facilite énormément les choses. Parce qu'il y a un moment où il va se poser un problème qui n'était pas prévu ni dans les statuts de l'entreprise, ni dans les pactes d'associés. Voilà. Moi, sur la dernière, là, on était 2, puis on est monté à 4, puis on est redescendu à 2. On n'avait pas fait de pacte d'associés réellement très bien. Ça s'est bien passé essentiellement parce que c'est des gens de confiance et que on s'est rendu compte suffisamment tôt que ça n'allait pas fonctionner pour redescendre sans que ce soit une grosse crise. Et c'est des gens honnêtes avec qui il n'y a pas eu de problème. Avec d'autres associés, ça aurait pu très, 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 très mal se passer. Voilà. La question de la confiance est extrêmement importante. Et sur la question de comment faire quand il y a plusieurs idées pour une entreprise, c'est ça? C'est ça, oui. Créer d'autres entreprises. C'est vrai.
c'est une personne morale qui a un objet. S'il y a une nouvelle idée qui ne correspond pas à l'objet, par exemple, je vais dire un truc tout con, mais on a une entreprise de service, on se dit qu'on va avoir une idée de SaaS où on va en gros transformer en produit une partie du service. Est-ce que ça a vraiment une logique à être dans la même structure? Je ne sais pas, mais c'est potentiellement totalement logique de créer une autre structure à côté. Faites la distinction entre les personnes morales et vous. Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, parce que toi, Céleste, c'est dans un exemple inverse, mais par exemple, ce qui peut éviter d'avoir des conflits sur, on va dire, des sujets de gouvernance, ça peut être aussi de s'associer à des gens qui n'ont pas du tout le même métier que toi et qui vont être très complémentaires. Et donc, les visions vont être complémentaires et les compromis vont se trouver peut-être beaucoup plus naturellement. Mais ça peut très bien fonctionner aussi quand tu t'associes avec des gens qui ont le même profil que toi. Et dans ce cas-là, la communication, la transparence, le fait de dire de manière très sincère et objective ce qui ne va pas peut t'aider à trouver la solution ou résoudre le conflit. Merci. Et justement, sur ce sujet, c'est un peu fort, finalement, quand on commence et on a une vision, c'est génial, mais il y a des moments où les visions ne sont pas forcément alignées. Est-ce que vous avez eu des situations comme ça et comment vous avez géré ces situations? Alors moi, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est qu'on pensait avoir la même vision. Donc, techniquement, on avait la même vision, la même façon de voir cet environnement, ce travail, mais pas forcément la même façon de le mettre en œuvre. Et donc, après, c'est très terre à terre, hein, mais cette personne a déjà créé son entreprise et donc dirigé son entreprise d'une certaine façon avec des salariés qui étaient habitués à une certaine façon de faire. Je me suis rendu compte que moi, j'avais une vision beaucoup plus ambitieuse peut-être pour l'entreprise, de la développer de manière... de donner plus d'envergure à l'entreprise, là où elle voulait préserver une mécanique plus routinière et je pense ne pas revenir sur ce qu'elle avait déjà proposé à ses salariés comme quotidien et comme avantage en fait, parce que et je pense que ce genre de sujet peut être surmontable si tu te retrouves sur une stratégie commune, mais potentiellement ça peut être aussi rédhibitoire. Et ce qui est aussi un élément, je pense, de rejet, ça peut être, on en parlait avec Céleste justement, l'argent fait partie des moteurs. Et donc, typiquement, si tu te lances dans l'aventure, que tu rejoignes ou non cet associé et que tu n'as pas la même dynamique liée au fait de produire de l'argent pour produire ton salaire, ça peut être un vrai problème. Et donc, créer une inégalité parce que tu vas pas t'investir de la même manière, tu vas pas avoir les mêmes contraintes. Ouais. Et donc, ça peut créer des incompréhensions. Bon, moi, j'ai pas d'associé au sens propre du terme, mais j'ai dit mon premier salarié qui fait office d'associé. Du coup, on parle de stratégie on peut avoir des discordances, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui prends la décision finale. On s'entend sur quelque chose. Moi, ça me rappelle cette situation, c'est comme le mariage. C'est une entreprise. Il faut savoir la mener avec son conjoint et dans une optique de sortir, on va dire, d'avoir des enfants, de faire une vie de famille. Sauf que pour l'entreprise, l'optique, c'est de s'en sortir un peu riche, tout simplement. Alors, si on a toujours le même objectif, on va tout faire, je vous le dis, on va tout faire pour que ça marche entre les deux. Le problème arrive quand il n'y a plus la même vision, on va dire, sur le plan long terme. Tout ce qui est un peu, on va dire, sur le court terme, ça se gère comme on gère dans une vie de famille. Mais après, si on n'a plus cette vision-là, lointaine, je pense qu'il vaut mieux se séparer. Merci. J'ajoute de façon très opérationnelle un outil qui est tout bête, mais c'est tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois,
que les associés remplissent chacun de leur côté un document avec leur vision un peu, et que ça serve de point d'étape et se rendre compte s'il y a un début de divergence qu'on est en train d'observer, si c'est une vraie divergence structurelle ou si c'est plus cosmétique. Et je pense malheureusement, une fois que c'est la divergence structurelle, il faut plutôt penser le plan de sortie que de dire si la divergence est à 15 ans pour savoir ce qu'on fera avec le premier milliard, on peut attendre un petit peu. Mais si la divergence elle est sur comment est-ce qu'on voit la boîte dans 2 ans, est-ce qu'on fait une levée de fonds ou pas, et qu'il y a une vraie divergence de fonds, cette divergence, elle va exploser à un moment. Peut-être que pour l'instant, ça se passe bien, mais il faudrait profiter du renoué qu'on a avant le moment où ça explose pour préparer la sortie de façon aussi élégante que possible pour là où les futures boîtes qui en découlent. Merci beaucoup. Question ? Ok, ben je tenais à vous remercier. Bizarre comme ces micros. Bon, parce que moi, je retiens une chose, c'est quand même entreprendre, enfin, en tout cas, c'est se faire plaisir. Hein, c'est d'être libre. Non, mais parce que pour éviter comment dire, que des personnes qui hésitent d'entreprendre, ben, il faut quand même entreprendre parce que voilà, c'est comme du plaisir, c'est de la liberté et c'est surtout une grande aventure. C'est de résoudre plein de problèmes, c'est de trouver des problèmes en opportunités, de pivoter tout ça en opportunités. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les quatre pour votre participation, pour vos témoignages, pour vos parcours, en espérant que ça se développe très très bien, que vous soyez à votre 3e, 4e entreprise dans 10 ans, et puis on se retrouvera bientôt. Pour information, la prochaine masterclass, ça sera ici le 9 janvier, donc l'année prochaine après les fêtes, et ça sera la dernière de l'année. Voilà. Je vous remercie.